Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Parlons immobilier aujourd'hui, toujours en direct de Tallinn, d'Estonie. On va parler du crowdfunding immobilier. Vous êtes de temps en temps certains à venir me voir et à me dire « Raph, qu'est-ce que tu penses du crowdfunding immobilier ?» Donc on va diviser cette partie en deux parties. La première, les avantages, c'est-à-dire que ça va être tous les arguments pour lesquels vous venez me voir en me disant « C'est génial Raphaël, le crowdfunding immobilier, pourquoi t'en fais pas? Tu devrais t'y intéresser. Regarde, c'est rentable, blablabla, blablabla. » Donc on va d'abord faire tous les avantages pour démontrer que oui, il y a quand même peut-être quelques avantages. Mais surtout à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, te démontrer pourquoi le crowdfunding immobilier est selon moi une grosse perte de temps, une grosse perte d'énergie, une mauvaise utilisation de tes capitaux lorsque tu souhaites investir. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le crowdfunding immobilier? Peut-être que c'est quelque chose que tu ne connais pas parfaitement. L'idée, encore une fois, ça vient du terme anglais crowdfunding, donc crowd la foule. Funding, le fait de financer, immobilier, bon tu as compris, on finance de l'immobilier à travers la foule. Donc on va littéralement demander à des gens, souvent des particuliers, de financer un projet en échange d'un retour sur investissement. Par exemple, on va vous dire, tu peux commencer à investir à partir de 1000 euros, de 2000 euros, et puis en échange, je t'offrirai une performance de 8%, 10%, 12%. On va voir à peu près ce qu'on peut obtenir en moyenne dans le crowdfunding immobilier un petit peu plus tard, mais l'idée elle est là. Et donc souvent on va retrouver tout type de projet, on va retrouver des promoteurs immobiliers qui veulent construire des tours, comme tu peux voir derrière moi. Je sais pas si tu vois à la caméra, là il y a une grosse tour qui est en train de se construire. Donc on peut retrouver des promoteurs immobiliers, des gens qui vont faire donc de l'habitation, mais aussi bien des bureaux. On peut trouver des gens qui vont faire des lotissements, on va trouver parfois même des marchands de biens qui financent leur opération de marchand de biens via le crowdfunding immobilier. Bref, tout ce qui a un attrait finalement à l'immobilier, en sachant que le crowdfunding n'est pas uniquement réservé à l'immobilier. On trouve également tout ce qui est crowdfunding pour ce qui est start-up et autres projets. Et justement, c'est une des raisons pour laquelle j'aime pas le crowdfunding en général. On en reviendra à la fin de cette vidéo lorsque je vous parlerai des inconvénients. Petit teasing, voilà. Concernant les montants à lever, on peut retrouver tout et n'importe quoi. Ça dépend de chaque projet. Si c'est un lotissement qu'on a créé, un immeuble ou une opération de marchand de biens quelconque, on n'a pas forcément besoin des mêmes montants. On peut retrouver des opérations à 500 000, d'autres à 1 million, d'autres à 2 millions. Il n'y a aucune règle. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet où je t'expose les avantages et ensuite les inconvénients. Donc, je me suis préparé sur le côté ici, mes petites notes pour que je n'oublie rien de ce que j'ai envie de te dire. On commence par les avantages. Le premier avantage, c'est que il y a très peu de risques de défaut. C'est-à-dire que ton argent aujourd'hui, il y a peu de risques que tu ne le revois pas parce que tu passes par un intermédiaire qui est une plateforme. Alors, je vais citer aucun nom de plateforme. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes. Il suffit de taper dans Google crowdfunding immobilier et tu vas tomber sur tout un tas de plateformes. Donc, je vais pas te dire si c'est bien celle-ci ou si c'est pas bien celle-ci, puisque tu vas voir que la conclusion de ma vidéo, c'est que le crowdfunding immobilier, entre guillemets, j'en ai rien à cirer. C'est pas suffisamment rentable, mais voilà. En tout cas, il faut savoir qu'il y a quand même très peu de risques de faire défaut sur un projet, puisque la plateforme, c'est justement son rôle de plateforme, c'est de faire le tri des dossiers. C'est-à-dire qu'elle va pas choisir n'importe qui, elle va pas prendre le premier marchand de biens ou le premier promoteur qui veut faire une opération de crowdfunding immobilier. Non, elle va mettre le nez dans les documents, dans les chiffres, dans le financier et elle va dire oui ou non, on t'accepte sur notre plateforme pour que tu puisses lever des fonds pour ton projet immobilier. Donc, quand on regarde historiquement les statistiques, les projets qui ont fait défaut, il y en a très très peu et généralement quand ça fait défaut, les investisseurs ne sont pas foués puisque généralement on arrive à les rembourser. La plateforme, grâce à son rôle intermédiaire, trouve des solutions à l'amiable. Donc ça, c'est la première chose, beaucoup d'audits financiers, très peu de risques financiers. Deuxième chose, c'est qu'on peut commencer avec un petit capital. C'est-à-dire que je t'ai évoqué tout à l'heure en début de vidéo, 1000 euros, 2000 euros, c'est littéralement possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux investir 1000 euros ou 2000 euros ou 3000, c'est possible, aussi peu que ça. Alors que dans l'immobilier ancien, tu sais tout comme moi que c'est impossible. Alors, il y a ceux qui vont me dire, oui, mais non, Raph, on peut faire 110%, 120% à la banque, ne rien mettre de sa poche. Bon, il y a la théorie, il y a la pratique. C'est encore possible de faire du 110%, du 130%. Mais honnêtement, c'est de moins en moins la réalité et c'est pas forcément quelque chose qui est bien que de mettre 0 euros sur un projet. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, en tout cas, sachez que pour 1000 euros, 2000 euros, le crowdfunding immobilier peut ouvrir ses portes à vous. C'est totalement possible. Donc, pour les petits capitaux qui veulent commencer à investir, pourquoi pas? On peut voir ça comme un avantage. La deuxième chose, la troisième, je ne sais plus à combien on en est, c'est qu'on a un retour sur investissement assez rapide. On a des projets qui peuvent parfois durer aussi peu longtemps que 6 mois et parfois j'ai pu voir jusqu'à 48 mois, donc 4 ans. Donc c'est vrai que finalement on peut avoir un retour sur investissement relativement rapide. On ne parle pas de bloquer son argent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans ou je ne sais combien d'années. La suite, c'est que on a également en plus une rentabilité relativement intéressante parce que c'est bien de bloquer son argent pendant pas longtemps, mais généralement le moins on bloque son argent et potentiellement on peut s'imaginer qu'on a une rentabilité moins intéressante. On peut voir que les différents sites de plateformes de crowdfunding proposent des rentabilités allant de 8 à 14%. Et c'est relativement intéressant, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est des performances qui peuvent être relativement similaires à ce qu'on peut avoir dans l'immobilier ancien avec moins de travail, à ce qu'on peut avoir en bourse avec
autant de travail, puisqu'en bourse c'est totalement passif et le crowdfunding immobilier c'est totalement passif, hein, tout se passe en ligne encore une fois. En bourse, via son broker, on passe ses ordres d'achat d'actions. En crowdfunding immobilier, on envoie l'argent sur un projet. Finalement, en termes de temps passé, c'est grosso modo la même chose. Donc, c'est d'ailleurs la dernière chose que je vais vous dire en termes d'avantages, c'est que tout est en ligne. Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire, entre guillemets, des visites concrètement sur le terrain pour aller visiter un immeuble ou un appartement. Il n'y a pas besoin d'aller chez le notaire, il n'y a pas besoin d'aller faire les suivis de travaux avec les artisans, il n'y a pas besoin de faire les rendez-vous comptables, etc., etc. Donc ça, c'est grosso modo pour les avantages. Petit capital possible, assez rapide, 6 à 48 mois, 8 à 14% de rentabilité, tout se passe en ligne, très peu de risques de défaut. Donc voilà, c'est souvent les gros arguments qui sont mis en avant sur ces sites de plateformes de crowdfunding. Regardez, c'est rentable, c'est plus rentable que si, c'est plus rentable que ça va vite, c'est facile, tout est en ligne, il n'y a pas de paperasse, etc., etc. Donc oui, on pourrait se dire, en tout cas pour le José ou le Jean Didier qui connaît rien à l'investissement, que c'est super intéressant et qu'il a trouvé l'aubaine du siècle parce qu'il va y passer un minimum de temps et il va avoir un retour sur investissement potentiellement meilleur que ceux qui font de l'investissement immobilier à Paris en se cassant le cul, excusez-moi l'expression. Donc certains pourraient dire ça. Le problème, c'est que voilà, potentiellement c'est bien pour ceux qui ont la flemme, qui n'ont pas le temps, qui n'ont aucune expérience. Mais voilà, c'est le choix des gens entre guillemets lazy, des gens feignants, des gens paresseux qui n'y connaissent rien et qui veulent parfois se sentir investisseurs. Moi, j'en rencontre parfois et c'est pas autant quand je dis ça, mais voilà, en séminaire, en networking, des gens qui me voient, qui me disent regarde, moi j'investis dans ci, il y a le crowdfunding, j'ai 14% de rentabilité et qui se sentent l'investisseur du siècle d'avoir trouvé l'aubaine. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de désavantages selon moi et on va commencer par en parler parce qu'on va enfin en parler plutôt, j'ai envie de dire. Alors pourquoi, quand même, je me suis noté une petite note, c'est pour ça que j'ai bloqué. Pourquoi il y a autant de gens finalement qui s'intéressent au crowdfunding immobilier? Pourquoi ça attire autant de personnes? Parce qu'aujourd'hui c'est quand même à la mode. C'est pas un hasard, c'est que aujourd'hui en France, dans un pays tel que la France, les gens adorent l'immobilier. Vous savez très bien. L'immobilier, ça a été, c'est et ça restera toujours un placement d'excellence. C'est-à-dire que les gens le savent, c'est concret, on touche les murs, c'est là, c'est présent, on a une clé qu'on met dans la serrure, on déverrouille la porte, on rentre chez soi, on a son papier peint, on a sa moquette, bref, c'est très concret pour les Français. Donc beaucoup de gens veulent investir dans l'immobilier parce que pour eux, c'est une valeur refuge. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de façons aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. On a l'immobilier classique, voilà, on va visiter comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est une des façons. Mais on a l'ancien, on a le neuf, ensuite on peut le faire de façon financière via des SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier. On peut le faire de façon cotée en bourse avec ce qu'on appelle les foncières cotées, ou aux États-Unis les REIT, les Real Estate Investment Trust. On a aujourd'hui également le crowdfunding qui est le sujet de cette vidéo. Bref, on a pas mal de façons. Et aujourd'hui, quand on est noyé dans ces différentes possibilités, pour l'investisseur lambda, encore une fois le Jean José qui sait pas du tout ce qu'il est en train de faire et qui n'y connaît rien, il dit c'est quoi le plus simple? Aller faire des visites, ça me fait chier. Le neuf, je sais pas, c'est pas encore là, je l'ai pas encore vu de mes propres yeux, ça me fait un peu peur. Alors les marchés financiers, c'est risqué parce que dans la tête de monsieur madame tout le monde, les marchés financiers, c'est risqué. Donc les foncières cotées, ça me fait peur. Les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, c'est un nom barbare, j'y connais rien, ça me fait peur, c'est bizarre. Donc le crowdfunding, c'est quelque chose qui finalement rassure plutôt pas mal puisque voilà, il y a encore pas mal de choses, il y a un intermédiaire financier, la plateforme qui entre guillemets a un beau marketing et c'est un des avantages justement parce que derrière les beaux marketing, généralement il y a quand même d'autres réalités. J'en parle notamment en bourse avec tous ces nouveaux courtiers qui vous appâtent avec des frais d'ordre en bourse qui sont gratuits à 0 €. Le problème, c'est que derrière vous avez ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire que si normalement moi j'achète une action à 100 € avec un frais de passage d'ordre à 5 $ ou 5 €, eh bien vous allez peut-être acheter l'action avec 0 € de frais de passage d'ordre, mais vous allez peut-être acheter l'action à 100 € et 10 centimes ou 20 centimes. Et donc si vous achetez, je sais pas, 1000 actions de cette entreprise, eh bien à la fin vous allez payer plus cher que moi, même si sur le frontal il y avait 0 €, 0% de frais de passage d'ordre et que moi j'ai payé un frais de passage d'ordre. Je sais pas si vous voyez la logique. C'est pareil avec les plateformes de crowdfunding immobilier puisque elles vous mettent en avant le fait que c'est plus rentable que les SCPI, c'est plus rentable que l'investissement en bourse, c'est plus rentable que l'investissement dans l'immobilier ancien. Mais encore une fois, ces plateformes ne sont pas des bonnes samaritaines. Je sais pas si ça se dit, mais entre guillemets, ce sont des entreprises commerciales. C'est-à-dire qu'elles sont pas là pour votre plaisir unique. Elles sont là également pour se faire doubler. Et donc ça, c'est très important à comprendre parce que plus ces plateformes vont lever des capitaux, plus elles vont proposer de projets, plus il y aura des centaines, des millions d'euros qui seront levés et plus elles vont gagner de l'argent puisqu'elles sont littéralement rémunérées sur les montants de capitaux qui sont levés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et elles prennent beaucoup de frais sur ça et bien plus que ce que vous n'imaginez puisque sur la page d'accueil du site, on a le sentiment qu'elles prennent pas beaucoup de frais, mais quand on regarde en détail, bien souvent vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de frais qui vont directement dans leur poche. Ok ? J'aurais pu et j'aurais dû citer cette première chose comme étant la plus importante, c'est que vous n'avez pas l'equity. Qu'est-ce que l'equity? C'est que vous n'êtes pas propriétaire. Ça, selon moi, en tant qu'investisseur sérieux et respectable, vous ne pouvez pas vous permettre d'investir dans quelque chose sans être propriétaire
de la chose dans laquelle vous investissez. Que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, en start-up, vous devez avoir les documents qui vous disent, voilà, monsieur Cartenier, Raphaël, monsieur Humbert, François, qui vous voulez, eh bien, il a des parts dans cette entreprise. Il est propriétaire de ce bien immobilier, l'acte notarié, le titre de propriété. Il a ci, il a ça. En faisant du crowdfunding immobilier, excusez-moi, mais vous accomplissez les rêves de quelqu'un d'autre. Vous avez un marchand de biens, vous avez un promoteur qui est en train de construire une putain de tour et qui se dit, putain, comment je vais pouvoir financer potentiellement une partie des travaux ou mon projet entier sans avoir à mettre un seul euro de ma propre poche. Eh bien, on va faire du crowdfunding immobilier, on va prendre de l'argent des autres. On va certes leur rendre une petite partie en plus des bénéfices, mais à la fin, croyez-moi que c'est quand même le promoteur qui s'en mettra plein les poches. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir, perdre du temps, de l'énergie et utiliser des capitaux pour enrichir principalement quelqu'un d'autre autre que vous. Donc vous devez toujours, quand vous investissez, en tout cas c'est ma philosophie, c'est d'être voilà, propriétaire de l'equity, propriétaire de ce que vous achetez. Donc moi en immobilier, concrètement, pour continuer à parler d'immobilier, quand j'investis dans l'immobilier, je suis propriétaire de ce que j'achète, directement ou indirectement, que ce soit en nom propre ou en société, mais vous devez être propriétaire. Et donc ça, voilà, je ne comprends pas les gens qui perdent du temps. Certes, vous allez avoir un retour sur investissement sur votre capital, mais vous avez fait rien d'autre que jouer au banquier. Vous êtes un banquier, vous prêtez de l'argent, on vous le rend avec un peu d'intérêt, un peu de bénéfice. Donc ça, très important à ne surtout pas négliger. Donc voilà, je vous le disais, deuxième point, vous jouez le rôle de la banque, vous prêtez du cash pour récupérer du cash et après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'énergie et dans un temps tel que celui qu'on le connaît en 2021, avoir du cash, vous le savez tout comme moi, que c'est quelque chose d'inutile, que vous ne devez surtout pas avoir. Vous devez vous délester de votre cash puisque c'est, selon moi, je pense, la chose, l'actif, je sais même pas si on peut dire un actif, en tout cas, c'est quelque chose qui perd le plus en valeur aujourd'hui. On le voit avec tout ce qui a été fait autour du coronavirus, les politiques, on va dire, budgétaires, etc., etc. Avoir du cash, que ce soit des euros, des dollars, peu importe la devise, voilà, c'est la pire chose à avoir. Donc aujourd'hui, vous prêtez du cash, vous aurez un peu plus et vous êtes dans une situation encore plus pénible qu'avant puisque vous avez encore plus de cash dont vous devez vous débarrasser. Ok. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai évoqué, les plateformes sont là pour gagner du cash et elles prennent beaucoup plus de frais que vous ne l'imaginez. Donc lisez bien encore une fois les petites lignes, les conditions du projet et de comment la plateforme se rémunère par rapport à ce que vous investissez. C'est très important. Et également, il y a un biais d'intérêt, je vous l'ai également dit plus ou moins déjà. La plateforme, plus elle lève des fonds, plus elle va gagner du cash. Donc, elle va vouloir présenter des projets soit avec finalement une plus grosse levée ou un plus gros storytelling, potentiellement au détriment d'un projet un peu moins sexy et qui serait pourtant plus rentable. Forcément, si on a une belle tour qui va être construite dans un beau quartier et qui a moyen de lever 2 millions, potentiellement la plateforme va proposer ça parce que c'est plus sexy aux yeux des investisseurs et c'est une plus grosse levée, plutôt qu'un petit projet de lotissement un petit peu ridicule en périphérie d'une ville et avec une levée de fonds à 500 000. Parce qu'entre les deux projets, la plateforme va gagner plus d'argent sur la grosse tour, alors que potentiellement vous, en tant qu'investisseur, vous allez gagner plus de retour sur investissement sur le petit lotissement un petit peu ridicule en périphérie de ville. Donc, il y a un biais d'intérêt, c'est que la plateforme n'a pas forcément les mêmes intérêts que vous. Vous voulez tous les deux gagner de l'argent, mais la plateforme, elle en gagne plus quand elle fait des gros projets, alors que vous, pas forcément. C'est pas forcément la taille du projet qui fait que vous allez gagner plus d'argent. Donc, il faut faire attention, surtout dans un secteur comme l'immobilier où on sait qu'on gagne souvent beaucoup d'argent, là où c'est pas sexy, là où ça fait peur, là où ça vend pas du rêve. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a quand même un biais d'intérêt. Également, autre argument, illiquidité totale. Au même titre finalement que l'investissement dans les startups. Vous ne contrôlez pas du tout la liquidité de vos investissements. Une fois que c'est fait, c'est fait. Le projet, il doit aboutir, il doit se concrétiser avant que vous puissiez récupérer votre mise. Donc ça, c'est, on va dire, un désavantage. Mais j'ai envie de dire, en immobilier ancien, il n'y a pas une grosse liquidité non plus, même si elle est un petit peu plus élevée. La vraie liquidité se trouverait dans l'investissement immobilier en bourse, ce qu'on appelle les REIT ou les foncières cotées, où là, vous avez la liquidité des marchés financiers, des places financières mondiales. Donc là, c'est extrêmement liquide. Également, voilà, ça c'est très important également, vous n'avez pas forcément les meilleurs projets. C'est-à-dire que pour les startups, c'est un peu la même analogie que pour les startups. C'est-à-dire que pour les startups, généralement, les meilleures startups sont directement financées à la source. C'est-à-dire que, voilà, si tu es une très bonne startup avec un gros potentiel, les investisseurs, les meilleurs investisseurs du monde, croyez-moi, ils se jettent sur ces startups, ils veulent leur ticket d'entrée, ils veulent donner du cash à ces startups. Par contre, les startups les moins bonnes, qui ont les projets les moins bons, qui n'ont pas de bonne traction, qui n'ont pas de bons chiffres, de bonnes métriques, elles vont se retrouver sur les plateformes qui sont dédiées au financement des startups. Vous en connaissez peut-être certaines. C'est un peu pareil pour l'immobilier. Si tu es un gros promoteur qui a eu l'habitude de proposer des très gros projets, du très lourd, avec des grosses marges, des choses qui plaisent, et etc., tu n'as généralement pas le besoin d'aller sur des plateformes de crowdfunding immobilier pour aller chercher du cash auprès, entre guillemets, du peuple, auprès de la foule, entre guillemets, pour financer tes projets. Donc,
intimement au fond de moi, il y en a certains qui vont pas forcément être d'accord, j'ai envie de croire que ce qu'on va retrouver sur les plateformes, ce ne sont pas forcément les meilleurs projets, parce que les meilleurs projets, soit ils s'autofinancent, ils ont le cash, c'est des gros promoteurs, ils ont suffisamment de cash pour refaire de nouveaux projets tout seuls, soit ils ont des gros partenaires financiers, que ce soit des banques ou des investisseurs privés, etc., des fonds, etc. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, encore une fois, sur les plateformes, malheureusement, on récupère un petit peu le reste, que ce soit pour les startups, pour les projets immobiliers et pas forcément les meilleurs projets. Ok ? Et également, on parlait de la diversification puisqu'on disait au tout début qu'on pouvait investir ne serait-ce que 1000 euros ou 2000 euros, donc un tout petit capital. On pourrait se dire c'est facile de diversifier dans plusieurs projets, donc de limiter ses risques. Selon moi, c'est une fausse diversification puisque si c'est 1000 euros ou c'est 2000 euros, on va dire, par exemple, 10 000 euros que vous avez mis, supposons que vous avez un capital de 10 000 euros, on va faire ça, 10 000 euros de capital. Vous faites 10 projets en crowdfunding immobilier à 1000 euros. On pourrait se dire que vous avez diversifié. Oui et non. En effet, vous avez diversifié, mais si ces 10 000 euros, vous les prenez et que vous les mettez dans des foncières cotées en bourse, eh bien, croyez-moi que, je ne sais pas si je peux citer par exemple une foncière cotée qui est connue aux États-Unis, Realty Income Corporation, qui est une foncière qui verse tous les mois des dividendes à ses actionnaires, eh bien, en mettant 10 000 euros dans cette action en bourse, eh bien, croyez-moi que vous êtes beaucoup plus diversifié parce que cette entreprise, elle a énormément d'immobilier partout aux États-Unis. Et donc, eh bien, naturellement, vous êtes diversifié à l'extrême puisque vous avez des parts de cette entreprise. Et donc, vous êtes entre guillemets, et vous êtes même pas entre guillemets, vous êtes réellement actionnaire de cette entreprise à hauteur de 10 000 euros de sa capitalisation. Ok? Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est de se dire que bon, clairement, personnellement, j'irai jamais faire du crowdfunding immobilier. Je trouve ça une perte de temps, d'énergie. Je trouve que mon argent a clairement d'autres endroits où il peut fructifier. L'immobilier ancien, la bourse avec les dividendes, les crypto-monnaies, l'investissement startup en direct, etc., pour que je puisse aller foutre ça dans du crowdfunding immobilier. Donc, il faut comprendre encore une fois que les plateformes de crowdfunding sont surtout là pour faire du blé, au même titre que vous, mais de façon différente. Donc ça, il y a un biais, il faut faire attention à ça. Qu'il y a un maximum de frais également, enfin un maximum, j'abuse un petit peu, mais il y a des frais qu'il ne faut pas négliger et que elles ont souvent un très gros marketing, mais qu'il faut souvent les gratter un petit peu pour découvrir la réalité. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait du crowdfunding immobilier? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes arguments? Est-ce que vous pensez que je suis simplement un gros imbécile qui n'aime pas le crowdfunding immobilier et qui se sent obligé de dire aux yeux de tous que c'est nul? Voilà, chacun son avis en tout cas, mais voilà, au même titre que je déteste les plateformes qui te proposent de prêter ton argent à des entreprises innovantes ou des petites entreprises, des petites PME, des choses comme ça, avec un retour sur investissement, je trouve que là, pour l'immobilier, c'est la même chose. Finalement, tout ça, je le mets dans un même sac et je trouve que ça sert à rien et que c'est nul. Et que si on est un vrai, entre guillemets, investisseur, on va directement aller à la source. Et de toute façon, j'aurais pu résumer cette vidéo sur un seul argument: l'equity, détenir ce que vous achetez quand vous investissez, c'est le plus important. Les amis, petit pouce bleu ci-dessous si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, ça motive et ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Si y a la moindre question ci-dessous, n'hésitez pas à me la poser dans la barre de commentaires et également lisez bien la barre de description puisqu'il y a pas mal de ressources qui devraient vous plaire, notamment mon livre de 704 pages au sujet de l'investissement en bourse dans des actions à dividendes, dans lequel je vous parle justement des foncières cotées qui sont un excellent investissement. Je vous mets d'ailleurs à l'écran maintenant tout de suite une petite étude qui démontre que finalement les foncières cotées performent beaucoup mieux d'ailleurs que l'investissement immobilier en direct. Alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire de l'investissement immobilier en direct, les deux sont très complémentaires selon moi, puisque d'un côté on a des produits financiers et de l'autre côté on a vraiment un bien immobilier qu'on détient en direct avec la clé et un acte notarié. Mais c'est quand même intéressant de voir que les foncières cotées ont une très belle performance. Bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.